C'est parti, l'enregistrement a commencé. Donc, dans les années 70, en France, avec le mouvement de libération des femmes, eh bien, les slogans, c'était brûler les soutiens-gorge et piquer les cigarettes des hommes. Donc, là, pour attraper les femmes, bien, les slogans, finalement, étaient les mêmes que pour les hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou vous connaissez Marlboro, le cow-boy solitaire, les plaines sur son cheval, indépendance et liberté. Eh ben, ce sont les mêmes outils, les mêmes mots qui ont été utilisés pour les femmes. La cigarette, symbole d'indépendance et de liberté. Et c'est ce qui est encore actuellement mis en avant. C'est ma liberté de fumer. Alors, juste le slogan fumer, bah, c'est quand même pas suffisant. Le tabac était amer, était brut. Donc, pour vraiment fidéliser les femmes, s'est intéressé à la composition des cigarettes, les industriels du tabac, et ils ont notamment créé les cigarettes light, qui n'avaient rien de light, hein. Elles étaient aussi toxiques que les cigarettes traditionnelles, mais light, régime, finesse, ça pouvait attraper les femmes, ça les a attrapées, jusqu'à ce qu'on interdise cette appellation erronée. Du coup, ils ont switché sur les cigarettes slim, qui sont aussi toxiques, voire plus que les cigarettes traditionnelles, vu qu'il faut quand même tirer assez pour avoir une sensation en bouche. Ils ont aussi fabriqué des cigarettes menthol. Quand on a interdit les cigarettes menthol, ils ont inventé les petites billes pour exploser dans le filtre. Tout ça pour adoucir. Les cigarettes menthol, maintenant, c'est remplacé depuis les années 2020 par les cigarettes fraîches, euh, pour que l'amertume du tabac n'arrive pas en premier dans la bouche et que la femme puisse supporter cette douceur. Et en plus, on s'est rendu compte que le menthol dans la cigarette, ça dilatait les bronches, donc ça a augmenté la surface de pénétration de la nicotine dans les poumons, donc augmenter la dépendance à la nicotine, donc aux cigarettes. La publicité pour les cigarettes, elle est interdite en France depuis 2016, euh, la publicité directe. Donc, qui se développe euh, une publicité indirecte, toujours basée sur des stéréotypes de genre, et qui arrive plutôt maintenant par les réseaux sociaux, le cinéma, les réseaux sociaux avec les influenceuses. Euh, Ce sont des personnes qui sont rémunérées pour commercialiser des nouveaux produits dérivés de l'industrie du tabac, et qui sont plutôt, ces produits sont plutôt représentés comme des produits de réduction des risques. Euh, il n'en est rien. Dans ces publicités détournées, les femmes sont légèrement plus âgées que la population cible. Elles sont minces, comme leurs cigarettes ou leurs vapoteuses. Elles sont très séduisantes. Elles sont toujours libres et indépendantes. Alors, le tabagisme. Et la composition du tabac, on parle de 4 à 7 000 substances toxiques répertoriées et à peu près 450 substances mortelles. Les plus connues, le monoxyde de carbone, le CO, c'est un gaz. Quand on l'inhale, quand on fume,
Ce gaz vient se fixer sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène pour former la carboxyhémoglobine, qui est à l'origine d'hypoxie et de maladies cardiovasculaires. Alors, une chose étonnante dans la nature, c'est que l'hémoglobine, quand elle vient au niveau des poumons pour faire ses courses, et qu'on lui présente oxygène, monoxyde de carbone, fromage ou dessert, eh bien, elle va choisir avec une affinité 250 fois plus importante, elle va choisir le monoxyde de carbone au lieu de choisir l'oxygène. Et donc, du coup, ensuite, elle va transporter aux organes, au cerveau, aux muscles, aux os, à tout ce qui doit fonctionner avec l'oxygène, elle va aller leur apporter du monoxyde de carbone comme nourriture. C'est un truc de fou. Et du coup, les complications, il faut savoir que les complications cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité chez la femme, avec une augmentation chez la femme jeune. Et l'exposition au tabagisme augmente de 25% ce risque de maladie cardiovasculaire. Et ce risque, il est présent quel que soit le nombre de cigarettes fumées. Et dès 3 cigarettes par jour, le risque cardiovasculaire est multiplié par 3 chez la femme. En plus, le dépistage et le diagnostic sont faits souvent tardivement chez les femmes parce que les symptômes ne sont pas les symptômes qui interpellent, ne sont pas les symptômes connus chez les hommes. Il y a une femme sur deux qui va avoir une douleur thoracique et elles vont plutôt avoir, ces femmes qui font plus aux pathologies cardiovasculaires, vont plutôt avoir euh, une fatigue qui s'installe brutalement, des étourdissements, des brûlures d'estomac, des signes qu'on ne va pas mettre en lien avec une pathologie cardiaque qui est en train de survenir. Euh, Chez le fœtus, euh, dans la continuité de cette hypoxie, eh bien, on voit, enfin, on sait que le fœtus, l'hémoglobine fœtale, a une affinité pour le monoxyde de carbone 450 fois supérieure que son affinité pour l'oxygène. Donc, quand une femme enceinte fume, eh ben, on sait qu'elle expose son bébé à un risque d'hypoxie fœtale. Les autres composants les plus connus, les goudrons, qui sont en fait les résultats d'une combustion incomplète du tabac. Bon, bah, eux, on sait qu'ils sont à l'origine des cancers et se collent aux parois des voies respiratoires et ils provoquent des lésions, notamment en plus des cancers. Il y a des produits irritants dans la fumée du tabac. Je vous en ai identifié deux, les principaux. Le cyanure d'hydrogène, qui endommage les voies respiratoires et qui rend les poumons plus vulnérables aux infections. Le cyanure d'hydrogène, on le retrouve notamment dans les pesticides et les matières plastiques. Et puis, l'autre produit que j'ai identifié, c'est l'oxyde d'azote qui rend les poumons irritables et la respiration difficile. Et puis, bon, bah, le produit le plus connu dans le tabagisme, c'est la nicotine. C'est le produit principal de la dépendance, mais ce n'est pas le seul. La nicotine, elle est considérée par l'OMS comme la troisième substance la plus addictive après l'héroïne et la cocaïne. Lorsqu'on fume, on parle de chute artérielle de nicotine. Elle passe en 7 secondes au cerveau. Donc,
c'est le mode d'administration le plus rapide d'une drogue. C'est poumon, artère pulmonaire, puis cerveau. Elle va directement alimenter l'aire de la récompense dans le cerveau. C'est ça qui la rend en fait très addictive. C'est parce que en fait, la molécule nicotine ressemble trait pour trait à la molécule euh, de la récompense, le médiateur, le neuromédiateur chimique de la récompense qu'on sécrète quand on se fait plaisir, l'acétylcholine. Eh bien, c'est exactement la même molécule que la nicotine. Et du coup, les récepteurs, on les appelle les récepteurs nicotiniques cholinergiques. Sauf que la nicotine, elle arrive, c'est un shoot artériel, c'est un tsunami dans le cerveau. Ça vient noyer les espaces intersynaptiques et ça repart aussitôt. Et donc, le cerveau, il a juste eu le temps d'attraper le plus de nicotine possible. Du coup, il va créer de nouveaux récepteurs nicotiniques cholinergiques pour attraper la prochaine fois qu'il y aura autant de nicotine qui va arriver. Et parce que ça repart, eh bien, il en veut encore. Et c'est comme ça que s'installe le cercle vicieux de la dépendance à la nicotine. D'autre part, dans la cigarette, et toujours dans l'idée d'attraper les femmes et les primo-fumeurs, euh, les industriels, les chimistes dans l'industrie du tabac ont décidé d'adoucir ce tabac avec du sucre. Donc, dans le tabac, il y a du sucre qui vient du chocolat, du miel, du saccharose. Et un chercheur de chez Philip Morris s'est rendu compte que la combustion incomplète de ce sucre provoquer la libération d'une molécule qui s'appelle l'acétaldéhyde et qui est un puissant IMAO, inhibiteur de la monoamine oxydase, c'est-à-dire un puissant antidépresseur. Donc c'est l'autre substance addictive du tabagisme. C'est parce qu'on fume qu'il y a cette combustion que il se crée cette molécule, l'acétaldéhyde, qui est un puissant antidépresseur. Donc, en gros, c'est un antidépresseur qu'on va s'auto-titrer. En fait, c'est pas un médicament prescrit toutes les pompons par le médecin. C'est je me sens pas bien, je fume et je vais mieux. C'est voilà, ce qu'on appelle l'autotitration. Je ne vous ai pas mis de slide là-dessus, mais je vais vous parler un petit peu du cancer. Donc, le tabagisme est responsable d'un décès sur 5 euh, dû au cancer chez la femme de moins de 65 ans. Le tabagisme est impliqué dans 17 localisations de cancer. Le plus connu, c'est le cancer du poumon. La prévalence actuellement du cancer du poumon se stabilise chez les hommes, alors qu'elle est en augmentation chez les femmes. Et c'est pas forcément parce que les femmes fument plus, parce que à tabagisme égal, les femmes développent un cancer du poumon plus jeune et plus vite que les hommes. Alors on a énormément progressé dans le dépistage et du coup le traitement du cancer du poumon grâce au scanner faible densité. Ça, c'est révolutionnaire. 10% des cols du cancer de l'utérus sont imputables au tabagisme. Le risque de cancer du sein chez les fumeuses est augmenté de 50% par rapport aux femmes n'ayant jamais été exposées au tabagisme actif et passif. Le tabagisme passif est dangereux aussi. Et en gros, sans tabac, près d'un tiers des décès chez les femmes pourraient être évités. Alors, on va passer maintenant
au début du tabagisme chez les jeunes femmes, hein. La première cigarette, c'est à peu près à 13 ans, 13 ans et demi. Donc, le début de l'adolescence chez les filles. Donc, pour les filles par rapport aux garçons, l'installation est plus rapide chez les filles que chez les garçons. Le tabagisme favorise la survenue de certains caractères masculins, la voix rauque, l'hyperpilosité, c'est pas top. Euh, L'acné, qui est une maladie de peau fréquente quand même à l'adolescence, peut être majorée par une consommation de tabac. On parle dans ces cas-là d'acné pic à glace et c'est 2 fois plus fréquent chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Les risques thromboemboliques veineux et artériels liés aux contraceptions orales à base d'œstrogènes peuvent être majorés par le tabagisme, ainsi que le risque d'AVC chez la femme de plus de 35 ans, fumeuse et sous pilule contraceptive. En plus, on sait que la contraception est moins efficace chez les jeunes femmes fumeuses. Je vous ai mis des photos d'acné pic à glace, qui est quand même assez caractéristique. Et en plus, c'est un acné qui va rester, hein, qui va perdurer toute la vie. C'est des petits cratères, c'est vraiment très identifié et majoré par le tabagisme. Alors, continue chez les jeunes femmes et l'entrée dans le tabagisme précoce. Voilà, on connaît hein, les effets du tabagisme sur le visage des femmes. Ça provoque un vieillissement prématuré de la peau avec des rides précoces et profondes. Hein, chez les femmes, on les reconnaît, c'est les rides autour de la bouche, hein, parce que la femme fume plutôt en fermant sa bouche sur la cigarette, alors que l'homme, il va plutôt creuser ces rides-là par une bouche plutôt vers le bas. Ça accentue les cernes, ça provoque un affaissement de la peau du bas du visage, le teint jaune et un jaunissement des doigts qui tiennent la cigarette. Au niveau des cheveux, comme le visage est exposé à la fumée du tabac, on a les cheveux plus ternes, un blanchiment des cheveux plus précoce. Les cheveux sont plus fragilisés, sont plus cassants. Il va y avoir une perte de cheveux. On le voit surtout chez les jeunes femmes qui arrêtent de fumer. On voit les petits cheveux à la plantation, à la base de la plantation des cheveux, qui repoussent. C'est bon signe, ça repousse. Au niveau de la cavité buccale, à cause du tabagisme, il y a une diminution de la sécrétion salivaire. Du coup, ça entraîne une prolifération des bactéries et du tartre. Il y a une augmentation de la fréquence des parodontites et de la litose. Un déchaussement fréquent des dents, on parle d'une multiplication par 3 à voire 6 par rapport à une jeune femme qui ne fume pas, des dents jaunes, et évidemment un risque de cancer de la cavité buccale. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons des arguments pour parler à ces jeunes femmes, des arguments qui quand même sont assez, enfin, dans un avenir court, dès l'arrêt du tabac. 48 heures après l'arrêt du tabagisme, la peau retrouve son éclat, ce qui est logique.
la jeune femme n'est plus dans ce nuage de fumée. Donc en 48 heures, l'entourage va pouvoir lui dire, hein, bah, t'as bonne mine. Arrêter de fumer, c'est mieux vivre et affirmer son libre arbitre. C'est faire des économies. C'est quand même un argument choc. Quand on fume, on a tendance à acheter beaucoup de produits de beauté, notamment des fonds de teint, pour bah, cacher cette acné, rendre la peau un petit peu plus lumineuse. Donc arrêter de fumer, bah, ça permet de faire des économies aussi dans les achats de produits de beauté et que du coup ces produits de beauté soient plus efficaces parce qu'ils vont accentuer la luminosité naturelle de la peau. Et puis évidemment, arrêter de fumer, bah, c'est un meilleur moyen de séduction. On n'a plus cette mauvaise haleine de cendrier et les vêtements sentent bon. Quand on met du parfum, bah, ça sent le parfum et pas le tabac froid. Donc ça, c'est des arguments qu'on peut utiliser très rapidement parce que ça va leur parler, j'espère. Le poids, ça peut parler aussi. Donc, on sait que la nicotine agit comme un coupe-faim. Le fumeur, on sait qu'il pèse 2 à 3 kilos et la fumeuse, ce serait plutôt 3 à 5 kilos de moins que son poids standard du fait du tabagisme. Donc c'est vrai euh, que ça peut être un argument pour fumer ou pour reprendre son tabagisme si on a arrêté de fumer. L'action de la nicotine, elle agit en fait sur la sécrétion de la gréline. C'est l'hormone qui est sécrétée par l'estomac pour dire c'est bon, il est rempli. Et elle agit aussi sur la leptine qui est sécrétée par les adipocytes, les cellules graisseuses. Et en fait, ces deux hormones qui sont hyper sécrétées sous l'influence de la nicotine, elles vont aller dire à l'hypothalamus, bah, c'est bon, tu peux arrêter, c'est bon, on n'a plus faim. Donc ça, c'est réel. La nicotine agit comme un coupe-faim. D'autre part, la nicotine, elle augmente la température du corps. Du coup, bah, on dépense des calories pour maintenir cette température élevée. Et c'est environ 200 à 400 calories pour un paquet de cigarettes en moyenne fumées par jour. Mais lorsqu'on est fumeur, en général, on mange gras, salé, sucré. On a en général perdu le goût et l'odorat et on va plutôt se remplir. Donc, du coup, à terme, euh, avec un tabagisme longue durée, eh ben, cette perturbation alimentaire entraîne un stockage des graisses au niveau du ventre. On appelle ça la graisse viscérale. Et en fait, cette répartition des graisses correspond à une répartition typiquement masculine. Donc, la femme qui fume, qui a commencé à fumer tôt et qui continue à fumer, bah, va avoir une physionomie plutôt masculine. Ça peut être aussi un argument pour ne pas perdurer dans le tabagisme. Donc, je sais, j'y étais, là, je suis partie en arrière. Alors, on a des arguments aussi par rapport à l'alimentation. Bah, malgré tout ce qu'on peut entendre, un tiers des fumeurs ne prennent pas de poids à l'arrêt du tabagisme. On observe, alors si on a perdu le goût et l'odorat, à l'arrêt du tabac, en 48 heures, les papilles repoussent. Quand on fume, c'est une température très élevée qu'on inhale et du coup, ça abrase les papilles à chaque fois qu'on tire une bouffée de tabac. Mais sitôt qu'on ne s'expose plus à cette température élevée, les papilles repoussent. Donc, ce n'est pas 100% des cas, mais pour les personnes qui ont perdu le goût et l'odorat, en 48 heures,
elles vont récupérer tout ça. Donc, du coup, ça leur permet de pouvoir avoir une meilleure alimentation, de refaire connaissance avec des épices, avec des plantes. Voilà. Et ça, c'est à développer aussi, à encourager. Et puis, du coup, dans le cerveau, elles vont aussi reconnecter cette aire qui est liée au goût et à l'odorat et avoir de nouvelles habitudes alimentaires. Les personnes qui fument et qui ont besoin de nicotine, eh bien, si on a le bon dosage en substitut nicotinique, ça aura, on le sait, un effet sur le métabolisme. Et après de grosses études, on sait que 1 an après la dernière cigarette fumée, 16% des ex-fumeurs ont perdu du poids. Donc, ça, c'est important. Les fumeurs prennent du poids, du mauvais gras. Arrêter de fumer, finalement, permet de perdre ce poids. C'est une bonne nouvelle. On va parler maintenant de la femme en âge de procréer et le désir de grossesse lorsqu'on est fumeuse. Donc, on sait que le tabagisme perturbe les cycles menstruels et réduit d'un tiers environ la fécondité des femmes par altération de la fonction ovarienne et de l'implantation embryonnaire euh, au niveau utérin. Donc voilà, on base sur une infertilité multipliée par 2 par rapport aux femmes qui ne fument pas. Euh, Ces femmes ont en plus des cycles menstruels perturbés, donc pas facile de programmer une grossesse. Et du coup, lorsqu'on les 2 partenaires sont fumeurs, on sait que le délai de fécondité sera rallongé euh, du fait d'une altération de la qualité du sperme sous l'effet du tabagisme. Euh, mais on sait que les troubles sont réversibles à l'arrêt du tabagisme chez l'un comme chez l'autre. Ce qui fait qu'en cas de procréation médicalement assistée, il est fortement conseillé d'arrêter de fumer en amont, euh, plusieurs semaines avant la PMA, pour augmenter les chances de réussite du couple. Donc voilà, c'est encore une bonne nouvelle. À l'arrêt du tabagisme, tout peut redevenir normal. La femme est enceinte. Donc, on a vu les femmes en Europe, la proportion des femmes à fumer enceintes est de 8%. En France, elle est de presque 20%. On entend souvent, et encore, de la bouche des professionnels de santé, qu'il vaut mieux réduire sa consommation de cigarettes pendant la grossesse que d'arrêter, parce que ça va stresser le bébé. C'est faux, c'est une aberration. Euh, Même un tout petit nombre de cigarettes est mauvais pour la santé de la mère, au niveau cardiovasculaire déjà. On l'a vu, hein, 3 cigarettes par jour. Mais pour l'enfant, on l'a vu aussi, à cause de l'affinité 450 fois supérieure pour le monoxyde de carbone plutôt que pour l'oxygène, on expose ce fœtus à une hypoxie fœtale. Quelles sont les conséquences d'un tabagisme pendant la grossesse? On voit que le risque de grossesse extra-utérine est augmenté de 35%. On multiplie par 3
le risque de fausse couche spontanée. On a, à cause du tabagisme, une augmentation du risque d'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire qu'il se crée un hématome euh, à l'endroit où le placenta adhère sur l'endomètre, et du coup, eh bien, le bébé, d'une part, est moins perfusé, puisqu'il y a moins de vaisseaux qui vont passer par le placenta, mais en plus, il y a un risque de décollement prématuré de ce placenta du fait de cet hématome. Il y a aussi une augmentation du risque de placenta bas inséré, donc c'est le placenta en fait qui est inséré sur le col de l'utérus. Dès que le col va bouger un peu, le placenta va saigner, c'est un risque d'hémorragie et d'accouchement prématuré. Donc, il y a un risque plus important d'accouchement prématuré avec les conséquences que ça a sur le nouveau-né. Un risque de retard de croissance intra-utérin, environ 200 grammes de moins chez le bébé, sur le point de naissance d'un bébé de mère qui fume par rapport à un bébé de mère qui n'aurait pas fumé, et une augmentation du risque de rupture prématurée des membranes, et donc du coup en conséquence un bébé prématuré de petit poids ou avec un retard de croissance en plus. Euh, Ces risques existent, euh, que la femme fume ou pas. Le tabagisme passif de la mère expose tout autant la grossesse et le bébé. Donc, voilà, que ce soit dans le cas de tabagisme actif ou dans le cas de tabagisme passif. C'est très important pour ces femmes enceintes qui réussissent à arrêter de fumer, mais dont le conjoint continue à fumer et dans l'espace de vie, le foyer de vie ou la voiture. Donc ça, c'est voilà, aussi une information à donner. En ce qui concerne le nouveau-né euh, qui a été exposé au tabagisme pendant la grossesse et qui, a fortiori, est exposé au tabagisme dans ses premières années de vie, voire plus, il y a un risque de mort subite du nourrisson qui est multiplié par 3 ou 4. On déconseille fortement les parents fumeurs de pratiquer le sommeil partagé, le cododo, avec leur bébé, quand, même s'ils ne fument pas dans la chambre, dans dans leur air expiré, il y a des substances qui sont toxiques et donc du coup on déconseille pour éviter ce risque de mort subite. On sait que les enfants qui ont été exposés in utero au tabagisme passif auront une sensibilité majorée aux infections respiratoires. Euh, Ils auront des risques plus importants de développer des otites moyennes. Ils seront plus sujets à l'asthme avec des crises plus importantes et plus rapprochées qu'un enfant asthmatique de mère et de parents plutôt non fumeurs. Et on note une diminution de la fonction respiratoire chez ces enfants qui perdure, qui semble perdurer à l'âge adulte. D'après le CRAT, c'est le centre de référence des agents tératogènes, chez les enfants exposés au tabac, la fréquence des pathologies respiratoires est augmentée, mais de façon moindre s'ils sont allaités. Donc, l'arrêt du tabac à n'importe quel moment de la grossesse est bénéfique pour le fœtus et pour la mère jusqu'au dernier moment.
Les bébés de parents non fumeurs ont moins de risques de mort subite du nourrisson. Une mère non fumeuse a moins de complications pendant la grossesse et lors de l'accouchement. Et une bonne nouvelle, les substituts nicotiniques sont compatibles avec la grossesse. Donc, il ne faut pas hésiter à les en informer et à ce qu'elles s'en fassent prescrire. En cas d'allaitement maternel et de tabagisme, on sait que le tabagisme diminue la production de lait. En fait, le tabagisme va avoir une action sur les deux hormones impliquées dans la lactation, la prolactine et l'ocytocine. Et sous l'influence du tabagisme, les pics de sécrétion vont être moins hauts et plus étroits. En gros, une femme qui fume et qui allaite mettra plus souvent son bébé au sein qu'une femme qui allaite et qui ne fume pas. C'est tout. Elle ne va pas produire moins de lait dans la journée, elle va en produire moins à chaque tétée et du coup, le bébé, parce qu'il lui faut sa quantité calorique par jour, viendra plus souvent au sein. Il faut que les femmes soient rassurées par rapport à leur allaitement et leur tabagisme. La nicotine, alors je vous répondrai après sur la vapoteuse si j'arrive à retrouver la conversation. La nicotine et la cotinine. La cotinine, c'est le produit de dégradation de la nicotine par le foie, passe dans le lait maternel et il ne faut pas se leurrer. Et le tabac modifie le goût du lait. Du coup, l'enfant expérimente très tôt le goût du tabac. C'est un facteur de risque d'entrer dans le tabagisme à l'adolescence. Il ne faut pas se voiler la face. Mais le lait maternel est très riche en facteurs de croissance et de défense anti-infectieuse. Et donc, du coup, on sait que le tabagisme et l'allaitement maternel sont moins délétères que tabagisme et allaitement artificiel. Ça, à l'issue d'énormes études aux États-Unis qui ont comparé des femmes qui fumaient, qui allaitaient, des femmes qui fumaient et qui donnaient des biberons. Et voilà, les bébés de mères fumeuses mais allaitantes ont moins développé d'otite, de maladies respiratoires, de retard staturopondéral. Ça, c'est une donnée vérifiée depuis très très longtemps. Et les, euh, les substituts nicotiniques sont compatibles avec l'allaitement maternel. Donc, le bébé de mère fumeuse peut avoir souffert in utero à cause de l'exposition au tabagisme, actif ou passif. Il a besoin des qualités nutritionnelles et de la richesse du lait maternel. Il faut encourager ces femmes à allaiter. Les recommandations, lorsque on encourage ces femmes à allaiter, déjà il faut leur dire qu'elles vont mettre leur bébé plus souvent au sein si elles se comparent avec une copine qui allaite et qui fume pas. On leur conseille de fumer juste après la tétée pour avoir une chance de laisser au moins 2 heures entre la dernière cigarette et la prochaine tétée. On les encourage à fumer à l'extérieur de l'habitation et je rajouterai de la voiture pour qui que ce soit qui soit fumeur dans le foyer. Et l'OMS recommande à cette population spécifique de femmes allaitantes d'allaiter au moins 6 mois pour que l'allaitement soit efficace. C'est pas très adapté à notre société actuellement. Alors, dernière étape hormonale chez la femme, la ménopause. La ménopause arrive en moyenne 2 ans plus tôt chez les femmes qui fument.
En fait, tout ce qui arrive à la femme avec le tabac, c'est dû aux hormones, aux œstrogènes en particulier. Donc en périménopause, c'est les œstrogènes qui gagnent et du coup, ça fait un joli mélange avec le tabagisme. Donc voilà, à cause du tabagisme, il y a un vieillissement prématuré des ovaires et l'incidence, c'est une ménopause qui arrive plus tôt avec toutes les conséquences de la ménopause, notamment l'ostéoporose et l'augmentation du risque de fracture. On sait en plus qu'il y a des risques cardiovasculaires qui sont liés à la ménopause et du coup qui sont majorés par le tabagisme. Donc, mais de la même façon, euh, une femme ménopausée qui décide d'arrêter de fumer, eh bien, ça aura tout de suite une incidence sur la, ça permettra de diminuer l'exposition au risque de maladies cardiovasculaires, évidemment une diminution de l'exposition au risque de cancer. Ça freinera l'évolution du vieillissement et puis ça permet un meilleur confort de vie à la ménopause où il y a souvent un surpoids qui s'installe. Il y a un essoufflement, eh bien, le fait que ce ne soit pas majoré par l'essoufflement lié au tabagisme, ça permet quand même euh, de pouvoir voyager, de pouvoir monter ses escaliers. Donc, il y a aussi un confort à arrêter de fumer, même si ça fait des années qu'on est exposé et que c'est la ménopause et la fin de la vie de femme. En conclusion, à chaque âge de la vie, l'arrêt du tabagisme entraîne des effets positifs et rapides. On peut les voir au bout de 48 heures. Et en fait, on peut utiliser chaque occasion, on peut proposer chaque occasion à une jeune femme, une femme plus âgée qui fume, on peut leur proposer de tester l'arrêt du tabac, ne serait-ce qu'une journée, pour un changement de look chez les jeunes, une grossesse chez la femme, un nouvel emploi, une nouvelle vie, un déménagement, un nouvel environnement. Il faut les inciter à prendre conseil auprès des professionnels de santé qui les entourent et qui sont sensibilisés au tabagisme. J'ai fini. Alors, il y avait donc, a-t-on du recul, Anaïs, a-t-on du recul sur l'impact de la cigarette électronique? Y a-t-il les mêmes risques sur le fœtus? Alors, les études sur la vapoteuse, dit vapoteuse, hein, on ne dit pas cigarette électronique, les études sur la vapoteuse sont en cours et là, pour l'instant, euh, les dernières nouveautés là, de Santé publique France, c'est on n'interdit pas aux femmes enceintes d'utiliser la vapoteuse, on ne va pas leur recommander. Mais si ça leur permet d'arrêter de fumer, on les accompagnera là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas de recul. C'est très récent. On n'a pas de recul sur l'impact du vapotage sur le fœtus. On connaît maintenant l'impact du vapotage actif sur les poumons, sur les intestins, sur la cavité buccale de la personne qui vapote. On n'est pas tout à fait au clair sur le vapotage passif pour l'environnement de la personne qui vapote. Donc, pour l'instant, pour le fœtus, on n'a pas le recul parce qu'on sait qu'il y a des molécules dans le gaz de la vapoteuse qui sont dans les mêmes dosages dans la cigarette. Donc, mais ce qui est à recommander, par contre, c'est de proscrire le vapotabagisme. C'est ce que font souvent les fumeurs qui veulent réduire leur exposition à la cigarette, réduire les risques. Ils se mettent à vapoter
et ils cumulent vapotage et tabagisme. Et là, on sait que c'est dangereux au niveau cardiovasculaire. On est dans une augmentation des risques et pas dans une réduction des risques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous apporter sur la vapoteuse actuellement. Il n'y a pas de question. Je vous en prie. Je vais arrêter l'enregistrement.